Euh, Ah, il y a eu un petit message, désolée. oui, il Continue y a un seulement, message. merci. Ouais. Euh, donc le client, enfin le client, j'appelle ça le client, mais le gestionnaire du bâtiment ou l'exploitant doit faire son évaluation et son analyse des risques afin de déterminer pas mal de choses par rapport au système de détection incendie. Donc ça également, il y aura un slide par la suite qui va expliquer plus en détail ces points-là. Alors quand on fait l'étude de base, on conseille évidemment, nous, à nos clients, de réaliser cela avec d'autres personnes. On ne fait pas une étude de base ou une analyse des risques tout seul dans son coin. On se fait aider par des personnes qui ont, je veux dire, déjà l'expérience et aussi des personnes qui ont de la connaissance en matière de sécurité incendie dans les bâtiments. Le slide suivant. Étude de base, mais objectif du système. Donc l'objectif du système, oui, ça c'est aussi repris de la norme, au bout du paragraphe de la norme, qui définit quels sont les objectifs d'un système de détection et d'alarme incendie. Donc, en fait, l'exploitant ou le gestionnaire ou celui qui fait l'étude de base doit définir quel sera, quel sera le but principal d'avoir le système de détection pour ce bâtiment en question. Et on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Donc, on fait de la protection de personnes. Exemple, c'est pour les maisons de repos, où là, on comprend bien qu'on va principalement s'atteler à installer un système de détection incendie pour protéger les personnes présentes dans le bâtiment et pouvoir détecter le plus rapidement possible et par la suite évacuer les personnes le cas échéant. La deuxième possibilité, c'est de faire de la protection des biens. Donc, si je prends l'exemple d'un bâtiment industriel dans lequel on stocke des matières, style j'ai un dépôt de pommes de terre, je vais dire, ben là, j'ai très peu de personnes dans ce bâtiment-là, voire même peut-être pas de personnes pendant de grandes périodes où il y a uniquement le stock qui est présent. Et donc, dans ce cas-là, ben, on pourrait dire, voilà, je vais uniquement utiliser un système de détection pour protéger le bâtiment en lui-même et pas le personnel, vu qu'il n'y a peut-être pas de personnel. La troisième possibilité, c'est la protection liée au fait qu'on veut garantir le maintien de l'activité qui est présente dans une industrie. Donc, si on prend des secteurs d'activité qui sont bien entendu vitales pour notre sécurité, mais aussi vitales pour la vie humaine, ben, on doit assurer le maintien en activité de certaines parties des installations. Et donc, dans ce cas-là, ben, pour certains types de secteurs bien précis, on peut dire qu'on va faire de la protection liée au maintien de l'activité de cette entreprise. La quatrième chose qu'on ne doit pas oublier, c'est aussi toujours la protection de l'environnement. On comprend bien que quand il y a des incendies importants dans des bâtiments ou bien dans des usines, ben, il y a des dégagements de gaz et ben, ces gaz ne sont pas bons pour l'environnement. Donc, on va toujours aussi avoir à l'esprit la protection de l'environnement. Alors, il y a quatre éléments majeurs à prendre en compte, mais on peut avoir également de la combinaison. Donc, on peut faire des combinaisons. C'est pas choisir uniquement un seul type de protection, mais on peut aussi faire un mixte entre les différentes protections. Slide suivant. Oui, niveau de surveillance. Alors, les niveaux de surveillance, ça aussi, c'est repris évidemment de la norme. Il y a 6 possibilités
ou en tout cas 6 niveaux de surveillance qui sont décrits dans la norme. Alors, dans les slides, j'ai repris un ordre, donc c'est du moins élevé au plus élevé. Donc, le moins élevé, c'est ce qu'on va déconseiller de faire aux clients dans un premier temps. De placer uniquement des boutons poussoirs dans les bâtiments. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, on compte bien évidemment sur les personnes qui sont présentes dans le bâtiment pour signaler le début d'incendie et activer la signalisation vers les personnes concernées. Donc, évidemment, ce niveau de surveillance-là, on va, en tout cas, quand il est choisi seul, on va évidemment le déconseiller, étant donné que ce n'est pas un niveau élevé de surveillance et que c'est une surveillance non automatique. Alors après, il y a la surveillance d'un équipement, je pense. Les voies d'évacuation. Ah, les voies d'évacuation d'abord, mon ami. OK. Donc, les voies d'évacuation, ça veut dire que on va placer des détecteurs automatiques dans les chemins et les voies d'évacuation. Donc, pour ce faire, il faut qu'on ait déjà défini le plan d'évacuation, ou en tout cas le schéma d'évacuation. Plutôt l'équipement. Après, on a la surveillance de l'équipement. Donc là, on doit définir quels sont les équipements que l'on veut surveiller par des détecteurs automatiques incendie. Donc, on a des exemples, ce sont les plus faciles, les armoires électriques qu'on a dans les bâtiments. On peut éventuellement placer des détecteurs à l'intérieur pour que l'on détecte le plus rapidement possible un feu qui se déclarerait au niveau de ces installations électriques. Après, c'est la surveillance locale. Donc là, local, il faut bien faire attention que ce n'est pas un local, mais bien une surveillance locale. Et donc là, on doit définir quelles sont les fonctions que l'on veut surveiller. Donc, par exemple, je veux surveiller la fonction liée à la cuisine du bâtiment, ou plutôt à la restauration. Donc ça, c'est ce genre de choses qu'il faut définir dans l'analyse des risques. Ensuite, on a la surveillance qui est partielle. Donc là, ça voudra dire qu'on va se limiter à des compartiments résistants au feu du bâtiment. Donc, on va placer des détecteurs automatiques dans les volumes qui sont délimités par un compartiment résistant au feu. Et la dernière possibilité, qui est le niveau le plus élevé, c'est la surveillance totale, où là, donc, on va surveiller l'ensemble des volumes du bâtiment. Donc, on va devoir placer des détecteurs dans les volumes l'ensemble des volumes du bâtiment. Pour information, il y a bien évidemment des volumes pour lesquels on a donné des exceptions dans la norme. Mais bon, on n'a pas le temps ici maintenant de parcourir tout ça en détail. Donc, pour aller plus loin, il faudra soit acheter la norme ou soit se renseigner et voir pour d'autres formations complémentaires. Il y a transmission signal alarme incendie. Oui, les différentes possibilités de transmission du signal d'alarme. Il y a aussi, évidemment, il ne faut pas oublier le signal de défaut. Est-ce qu'on doit aussi le transmettre? Donc, la première question à se poser à ce niveau-là, c'est de savoir est-ce que oui ou non, déjà, on a besoin d'un système de transmission dans le bâtiment en question. On pourrait dire que pour des bâtiments qui sont occupés en permanence, le système de transmission vers l'extérieur du bâtiment n'est pas nécessaire. Donc ça, de nouveau, ça doit faire partie de l'analyse des risques.
Il faut aussi bien définir les informations que l'on va transmettre, la manière dont ça va être transmis et à qui on va transmettre les différentes informations en cas d'alarme incendie, mais également les différents signaux de défaut qu'il pourrait y avoir et qui seraient signalés par le système de détection. Exemple, le central n'est plus alimenté en 230 volts, mais il est sur les batteries. Donc ça, c'est un défaut qu'il faut pouvoir aussi signaler et, le cas échéant, le reporter vers l'extérieur du bâtiment si on n'a personne dans le bâtiment. Donc, il y a plusieurs méthodes possibles également qui sont décrites dans la norme. On peut faire une transmission manuelle. Donc là, on va toujours dépendre évidemment des personnes qui sont présentes dans le bâtiment pour que cette personne prenne un téléphone ou un GSM et signale à la personne concernée le problème. Ou alors, on peut utiliser des systèmes de transmission automatisés. Donc, il existe maintenant, évidemment, via différents canaux, des systèmes qui utilisent les ondes GSM ou bien des réseaux informatisés IP. Alors, il faut aussi voir comment est-ce que la personne va recevoir les messages et quelle personne va les recevoir. Donc, on pourrait, évidemment, le plus sécurisant, c'est d'utiliser un central qui est agréé pour recevoir les différents signaux, comme on utilise pour les différents systèmes anti-intrusion. Le slide suivant. Je suis passée déjà sur le slide détermination des besoins, mais je suppose qu'on a un petit peu déjà parlé. La Oui. Donc, déterminer les besoins, oui, j'en ai un peu parlé, mais donc c'est principalement se poser des questions afin de pouvoir amener les réponses nécessaires, toujours dans le but de faire cette étude de base et de définir les différents besoins nécessaires pour le bâtiment en question en matière de détection et d'alarme incendie. Donc, on peut se poser des questions telles que j'ai écrit sur le slide. Donc, que se passerait-il si, malheureusement, le personnel ne reçoit pas le message d'alarme qui est signalé par le détecteur? Que se passerait-il si le personnel qui doit intervenir n'est pas formé aux différentes procédures internes à appliquer dans le bâtiment et que les personnes doivent, dans l'urgence, prendre certaines décisions? Donc, le but, c'est que tout ça soit au final déjà pensé à l'avance et que ce soit écrit sur papier pour que le cas où le problème surgit, on soit préparé et que on ait toutes les différentes étapes nécessaires pour la mise en sécurité du bâtiment qui soient assurées et voilà, que tout se passe bien pour minimiser au maximum l'impact et les conséquences de l'incendie ou de la catastrophe. Oui. Et alors, il y a aussi détermination des besoins via une série de questions du paragraphe 5.4 avec les spécificités du bâtiment, etc. Oui, donc pour faire l'exercice et répondre à différentes questions qui sont posées dans le paragraphe 5.4 de la norme, il y a plusieurs points à prendre, enfin, plusieurs points à connaître. Et donc, c'est pour ça que, comme je l'ai dit avant, il faut faire ça en équipe et pas faire ça tout seul dans son coin. Mais également que l'exploitant final soit présent parce que lui, il connaît plus en détail quelle sera l'occupation du bâtiment, quelle sera son utilisation, également les
dans quel laps de temps on va utiliser le bâtiment. Est-ce qu'on va l'utiliser pendant le week-end? Est-ce que la nuit, il y aura des personnes qui dorment et que je dois réveiller en cas d'alarme incendie? Donc tout ça, ça doit être, ce sont des éléments qui sont nécessaires pour répondre aux différentes questions qui sont posées dans le paragraphe 5.4 de la norme. Numéro 2, étude détaillée. Transition du cahier de charge vers un dossier d'exécution. L'étude détaillée du système doit être réalisée par une entreprise spécialisée. Et donc, le but, oui, c'est de reprendre les résultats de l'étape numéro 1 et au final, arriver à calculer le nombre de détecteurs que j'ai besoin par locaux ou par zone, voir aussi l'implantation des détecteurs, à quel endroit je dois les placer. Si j'ai des boutons poussoirs aussi à installer, à quel endroit je dois les placer en fonction des différents critères d'installation qui sont repris dans la norme NBNS 2100-1. Donc là, aujourd'hui, de nouveau, on n'a pas le temps de détailler toutes les prescriptions applicables à l'implantation, mais également au choix des détecteurs, hein. Donc choisir la bonne technologie de détection par rapport au risque qui est présent dans le local, ça fait partie de l'étude détaillée du système, mais pas de l'étude de base. Donc il y a tous ces points-là que, oui, c'est plus des prescriptions parce que la norme impose certaines choses en fonction de certaines configurations de toiture. Pour les détecteurs en eux-mêmes, on a souvent un nombre de mètres carrés qui peut être assuré ou couvert ou surveillé plutôt par un seul détecteur. On a des distances aussi à respecter par rapport aux différentes cloisons, murs, mais aussi par rapport à des obstacles qu'il pourrait y avoir en toiture ou bien dans le bâtiment en lui-même. Donc, si vous avez des étagères qui vont venir jusqu'à ras du plafond, il y aura aussi un impact sur le système de détection. Donc, on va devoir ajouter plus de détecteurs dans ce local, par exemple. Et tout ça, c'est plutôt une entreprise spécialisée qui a les connaissances. Donc là, c'est le slide suivant où je parle de l'entreprise spécialisée. Oui. Donc, ça veut dire qu'on doit faire appel à une entreprise qui a les connaissances, les compétences, qui connaît aussi les différents produits, donc le matériel de détection incendie, qui a de l'expérience dans ce domaine-là et qui est reconnu pour réaliser des installations de détection incendie. Donc, ça veut dire qu'on ne s'improvise pas comme installateur de systèmes de détection incendie sans avoir, je vais dire, au minimum, avoir suivi une formation, hein, ou que ce soit auprès d'un fabricant de matériel ou bien un autre centre de formation qui donne des formations à ce sujet. Donc, j'attire aussi l'attention sur le fait que quand vous faites des cahiers des charges, il ne faut pas simplement se dire, voilà, le système de détection incendie sera installé par l'entreprise qui va remporter le lot électricité. Slide placement. Donc, au niveau du placement. Voilà. Oui. Donc là, je vais dire placement. De nouveau, évidemment, le placement va être réalisé par une entreprise aussi spécialisée. Et donc, on veut que, évidemment, l'installation qui sera placée soit faite en suivant la documentation
Et ici, quand je parle documentation, ça veut dire documentation avec un grand D. Donc, ce sont évidemment les plans, les schémas, mais également les prescriptions d'installation qui sont fournies par les fabricants du matériel. Donc ça, c'est un point à ne pas oublier et qui est important. Alors, il y a deux images sur ce Oui, slide. c'est ça, oui, deux images. Donc, Oui. l'image de gauche, c'est un détecteur qui est dans un faux plancher. Malheureusement, le détecteur, comme on voit, est placé avec la tête dirigée vers le haut. Alors ça ne répond pas aux prescriptions d'installation du fabricant. Pourquoi? Ben, principalement pour des raisons d'encrassement qu'il y aura durant l'utilisation, je vais dire, ou durant La vie, en fait. la vie du matériel. Hein. Donc là, j'ai potentiellement, quand je place le détecteur dans ce sens-là, des poussières qui vont pouvoir s'accumuler à l'intérieur de la chambre de détection du détecteur. Donc, ce n'est pas la bonne manière. Et le deuxième, ben là, c'est assez facile à comprendre, c'est la fixation en fait des détecteurs. Donc, quand on soulève des faux plafonds, ben, des fois, on découvre des détecteurs qui ne sont même pas fixés à un support correct. Donc là, c'est assez facile à comprendre. Il faut aussi fixer correctement les différents composants du système. Le slide suivant, c'est toujours le placement. Le Et repérage, là, le ben, marquage, oui. c'est plutôt pour attirer l'attention sur le fait qu'on n'a pas uniquement le placement des composants, mais il faut aussi penser à correctement placer tout ce qui est câble électrique, hein, les liaisons entre le central de détection et les différents composants. Donc, nous, on rencontre souvent sur le terrain des problèmes liés à tout ce qui est câblage des installations. Donc, ça peut aller du choix du type de câble jusqu'au manque de fixation des câbles. Hein, donc là également, il y a des prescriptions à suivre. Ne pas oublier ces points-là. Et par rapport au marquage, au repérage, ben, il y a aussi dans la norme une exigence qui demande que, en tout cas, l'extrémité des différents câbles qui arrivent ou qui partent depuis le central de détection soit repérée. Donc ça, c'est principalement aussi pour faciliter les opérations de maintenance et ou d'extension de l'installation. Mais donc, c'est pour attirer l'attention sur le fait que, voilà, on a souvent des problèmes là-dessus et que ça fait aussi partie de l'installation. Et donc, que pourrait avoir un impact sur la conformité du système au final. Le 4, c'est la documentation. La norme exige entre autres. J'ai pas bien compris. Le 4, c'est documentation. La norme exige entre autres. Ah oui, donc les différents, donc pour la conformité du système, la norme impose aussi la présence de certains documents. Donc ici, je n'ai pas su lister sur le slide tous les documents parce qu'il y a quand même une liste assez conséquente de documents à prévoir. Mais les principaux, c'est bien évidemment d'avoir les résultats de l'analyse de risque et de l'étude des besoins, évidemment. Hein, ça, c'est la base. Et ensuite, c'est d'avoir également tout ce qui est dossier as-built avec des plans, des schémas qui sont conformes à la réalité du terrain, donc au placement des différents composants. Aussi, on a besoin du schéma de câblage, donc pour voir par où passent les différents câbles dans le bâtiment et qui relient les différents composants entre eux.
Il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est manuel d'utilisation, les certificats de conformité avec les normes produits des composants. Ensuite, on a tout ce qui est, je vais dire, rapport. Donc, on a le rapport de mise en service de l'installation qui est réalisé par l'entreprise spécialisée. On a également par la suite les rapports de contrôle. Donc, on a le contrôle initial de l'installation qui va déclarer si on est conforme avec la norme NBNS 21-100-1 ou s'il y a des manquements par rapport à la norme. Et par la suite, on a aussi le registre d'événements à ne pas oublier, qui va être là pour... bah oui, mais ça, on va le voir par la suite également, donc plus en détail. Mais donc voilà, il y a toute une série de documents à préparer, en tout cas pour le contrôle initial et aussi qui doit être présent durant l'utilisation du système dans le bâtiment. Le 5, c'est le contrôle par étapes, inclure toutes les parties dès le début du projet. Oui, donc ici, on veut attirer l'attention sur le fait que c'est il est à préférer à faire appel à différentes parties qui sont concernées durant toutes les étapes, au fait. Ne pas se contenter de, par exemple, faire appel à l'organisme d'inspection uniquement le jour où on a besoin de faire le contrôle initial. Donc ici, on veut surtout dire que si vous faites appel et que si vous rassemblez dès le début du projet les différentes personnes concernées, hein, que ce soit l'exploitant ou son mandataire, le service de prévention incendie, les pompiers, les organismes d'inspection, les bureaux d'études autour d'une table, on va aussi gagner du temps, éviter des retards sur le chantier, éviter aussi d'avoir des anomalies qui sont constatées uniquement le jour où on a l'organisme d'inspection qui vient faire la première visite sur site, ce qui peut malheureusement engendrer des travaux complémentaires, des ajouts de détecteurs, etc. Donc, on veut attirer l'attention sur le fait que si on a déjà les différentes parties concernées qui sont invitées et qui prennent part au projet dès le début, on va avoir un gagnant-gagnant, que ce soit pour vous, mais aussi de notre côté à nous, évidemment. On préfère être impliqué dès le début et comme ça pouvoir aussi amener notre expérience de terrain et nos connaissances par rapport à la norme pour éviter que par la suite, ça se passe le jour du contrôle, qu'il y ait des non-conformités qui soient relevées et qu'on doive chercher des solutions pour pallier à ces problèmes le jour uniquement du contrôle de réception, ce qui est peut-être déjà trop tard parce que vous êtes peut-être pris par le temps avec la visite du service incendie qui doit remettre un accord pour l'ouverture du bâtiment, etc. Oui. Le 6, inspection efficace, bonne organisation, inspection sans faille. Donc ici, oui, c'est pour en fait que les organismes d'inspection aient un peu plus de facilité à réaliser les contrôles sur le terrain. Donc nous, on rencontre souvent qu'on nous appelle pour faire un contrôle de conformité avec la norme, mais qu'il manque déjà au préalable pas mal de documentation. Alors maintenant, ce qu'on a fait et ce que nous avons pris comme habitude, c'est dès la rédaction de notre offre de prix, on joint en annexe la liste de tous les documents qui doivent être fournis pour le jour du contrôle initial de l'installation. Ça, c'est un premier point, c'est d'avoir la documentation complète et à disposition
de l'organisme d'inspection le jour du contrôle initial. Alors, il ne faut pas oublier, c'est qu'on a besoin également d'une aide sur le terrain, qu'on doit avoir accès à l'ensemble des bâtiments, à l'ensemble des détecteurs pour pouvoir faire les essais nécessaires. Donc, voilà, n'oubliez pas ce point-là qui est important, c'est de nous accompagner sur le terrain. Nous, on ne connaît pas le bâtiment. C'est peut-être le premier jour qu'on voit le bâtiment en lui-même. Et donc, notre inspecteur ne sait peut-être pas s'orienter correctement. Donc, ça, c'est aussi un gain de temps par la suite si notre personnel est accompagné sur le terrain. Slide suivant. Le 7, c'est maintien de la conformité. Gestion de l'installation. Donc oui, le maintien de la conformité, là c'est dans les slides suivants, j'ai repris principalement tout ce qui incombe à l'exploitant du bâtiment. Donc une fois qu'il a pris possession des lieux et que son installation a été déclarée conforme avec la norme, il y a tout ce qui suit par la suite, c'est-à-dire assurer l'utilisation du système en bon père de famille. Et donc, c'est aussi notamment réaliser tout ce qui est vérification de l'installation, assurer que le risque n'est pas modifié et que la performance du système n'est pas impactée par des modifications dans le bâtiment en lui-même. Donc, les modifications pourraient avoir de la création de nouveaux locaux. Si on vient séparer un local en deux, par des nouvelles parois, on va devoir aussi modifier l'installation de détection incendie. Ensuite, il y a les vérifications qui doivent être réalisées de manière annuelle, donc c'est-à-dire l'entretien du système. Et il y a aussi les contrôles périodiques à faire réaliser sur le système. Oui. Alors, c'est le maintien de la conformité, mais la documentation avec les logbooks. Donc, ça aussi, oui. Donc, pour maintenir l'installation en conformité, on a prévu d'avoir un registre d'événements qui, au fait, est là pour collationner tous les événements qui sont signalés par le système de détection incendie durant la vie de ce système. Et donc, le but, c'est évidemment que l'exploitant complète ce document. Ça ne doit pas uniquement être l'entreprise qui vient faire l'entretien qui doit le compléter ou bien l'organisme d'inspection qui doit le compléter. On veut également retrouver dans ce registre les différents événements, donc les fausses alarmes qui pourrait y avoir ou bien des alarmes réelles. Et je pense qu'il y a un exemple qui est repris aussi. Le 7, j'ai utilisation par qui? L'exploitant, gestionnaire ou son mandataire. Toujours dans le maintien de la conformité. Le slide qui suit. Oui. Donc ça, c'est l'utilisation du système. Oui, il y avait marqué fonctionnant et état du système, compléter le journal, assurer les vérifications, etc. Oui. Ça, c'est l'utilisation. Ça, j'ai expliqué, oui. Je passe au slide suivant alors. Oui. Et puis, c'est la vérification. Par qui? L'exploitant, gestionnaire ou son mandataire. Les vérifications, donc il y a plusieurs types de vérifications à faire. Il y a des vérifications qui sont à faire tous les jours. Donc, je veux dire, au minimum, il faut au moins aller voir le central pour voir ce qu'il indique. Est-ce qu'il est encore sous tension? Est-ce qu'il n'y a pas des défauts qui sont signalés? Est-ce qu'il n'y a pas des mises hors service ou des mises en test? Donc ça, pour moi, c'est aussi un point important de la part de l'exploitant, c'est d'au moins voir l'état du système au jour le jour. Deuxième point de vérification, c'est une fois par mois. Normalement, il est prévu dans la norme que l'exploitant fasse un essai du signal sonore qui est émis par le central
et également qui vérifie le fonctionnement des différents témoins lumineux présents sur le central. Alors, pour ce faire, il y a souvent un bouton poussoir qui existe au niveau même du panneau de commande du central, ou alors c'est une option dans le menu. Ensuite, on a aussi les vérifications une fois tous les 3 mois, donc trimestrielles. Il est prévu dans la norme que les exploitants fassent également des essais sur les détecteurs et ou les boutons poussoirs. Donc, normalement, une fois par 3 mois, par trimestre, l'exploitant doit également vérifier donc, le fonctionnement d'un détecteur qu'il choisit au hasard. Donc, il va injecter de la fumée ou il va appuyer sur un bouton poussoir pour simuler et voir le résultat. Suivant. Avec les photos, la vérification, les photos, il y a 3 images avec le système d'alarme qui Donc, les passe. vérifications, la première à gauche, c'est pour montrer que là, il y a des défauts, je pense qu'il y a des défauts. Donc, voilà, c'est au moins une fois par jour, on passe devant le central et on regarde si il est toujours en état de fonctionnement normal. La deuxième photo, je ne sais plus exactement ce que C'est c'est. avec le détecteur cassé au plafond. Oui, donc ça aussi, ça fait partie des vérifications. Hein, c'est l'état général du matériel. Et le dernier, c'est un masque devant. Oui, donc ça fait partie également. Donc, on n'obstrue pas les détecteurs qui sont installés dans les bâtiments. Sinon, ils ne vont pas fonctionner correctement. Ils ne vont pas détecter l'incendie. Ça, ce sont des points d'attention à charge de l'exploitant également. Hein. Alors maintenant, c'est la maintenance par qui? Une entreprise spécialisée. La maintenance doit être réalisée par une entreprise spécialisée également. Et qu'est-ce qu'on entend par maintenance? Là également, il y a un programme qui existe dans la norme avec les différentes étapes qu'on entend par maintenance. Ici, je parle de la maintenance préventive. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a des opérations de maintenance curative qui peuvent avoir lieu. Donc, si vous avez des déclenchements intempestifs dans un bâtiment, après, il faut évidemment contacter l'entreprise spécialisée pour prendre des mesures afin de ne plus avoir ces déclenchements intempestifs. Et donc, il faut trouver l'origine du problème pour pouvoir prendre les mesures adéquates afin que ça ne se passe plus. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que on a, par expérience, évidemment, les personnes qui sont présentes dans le bâtiment, si à chaque fois qu'il y a un déclenchement intempestif, elles entendent les sirènes fonctionner, après un certain temps, elles ne vont même plus réagir au signal sonore d'évacuation. Donc, c'est pour ça qu'on veut au maximum éviter tout ce qui est déclenchement intempestif dans les bâtiments. Et alors, le Oui. suivant, c'est avec les 3 photos. À gauche, tu as la batterie, le milieu. Donc, dans l'entretien l'entretien préventif qui doit être fait tous les ans au minimum, l'entreprise spécialisée va vérifier l'état évidemment de l'ensemble des composants, vérifier notamment l'état des batteries également. Donc, est-ce que le central fonctionne quand il est alimenté uniquement par les batteries? Ensuite, ça doit faire aussi l'objet, donc la maintenance préventive, d'un contrôle visuel des différents composants et aussi des essais de fonctionnement sur le système. Donc, les entreprises doivent faire des essais sur les différents détecteurs présents et les déclencheurs manuels qui sont présents dans le bâtiment. Donc, s'il y a des points des appareils à refixer, ça fait partie aussi de la maintenance. Encore un point pour la maintenance préventive, la norme NBNS 21-100-1 prévoit
que les détecteurs de fumée, donc les ponctuels de fumée, doivent être remplacés à échéance, et c'est maximum 8 ans. Donc là, il y a les nouvelles technologies permettent de vérifier le taux d'encrassement des détecteurs, et donc sur base des informations fournies par le central, les entreprises savent quels détecteurs sont plus encrassés et que ceux-là, donc, il faut les remplacer plus régulièrement ou bien plus tôt. Oui. Le slide suivant, c'est les contrôles, un organisme d'inspection accrédité. Donc, les contrôles sur les systèmes de détection, on a évidemment le premier contrôle qui est le contrôle initial, où là, on va venir, évidemment, après la mise en service de l'installation, faire la vérification de la conformité de l'ensemble du système. Alors là, de nouveau, l'organisme d'inspection doit réaliser un programme qui est prévu dans la norme. Donc, évidemment, on doit s'assurer de placement correct des détecteurs par rapport aux prescriptions de la norme. Est-ce que le nombre est suffisant? Est-ce que le choix des détecteurs est correct? Les distances sont respectées par rapport aux différents murs, cloisons, obstacles, etc. Donc, il y a un contrôle visuel complet de l'installation. On doit aussi réaliser des essais d'activation sur les différents composants. Nous devons vérifier les différentes signalisations. Est-ce que ça correspond avec l'emplacement, donc l'information qui est fournie par le central en cas d'alarme? Est-ce que ça correspond bien avec l'emplacement du détecteur qui est activé et qui est en alarme? Donc ça, ce sont des points de contrôle. Et un point important également qui est souvent oublié, c'est que nous devons contrôler également tout ce qui est scénario incendie. Donc ça veut dire que pour ce faire, on doit déjà avoir obtenu de la part de l'exploitant la liste avec les différents équipements qui sont commandés par le central en cas d'incendie, et par la suite faire notre vérification sur le terrain. Est-ce que la porte coupe-feu Intel s'est bien fermée quand j'ai activé le détecteur numéro Intel? Est-ce que l'installation d'évacuation des fumées et de chaleur s'est bien enclenchée quand, par exemple, j'ai une détection dans le parking souterrain de l'immeuble? Tout ça, ce sont des points également qui font partie du contrôle initial de l'installation. Alors, les contrôles périodiques, là, ça permet de s'assurer que l'installation est maintenue en conformité durant la vie du système en lui-même. Et donc là également, on a un programme à suivre pour ce faire. De nouveau, on fait des contrôles visuels et des essais sur les différents composants du système. On doit aussi parcourir logiquement faire une inspection visuelle, faire le tour du bâtiment pour vérifier que le risque n'a pas changé et qu'il n'y a pas eu de modification structurelle dans le bâtiment qui pourrait affecter la performance du système. Oui. Alors, la modification et extension, par qui? L'exploitant, gestionnaire ou son mandataire? Donc, les modifications, donc il y a plusieurs points. Il y a modification et extension. Il faut bien faire la différence entre les deux points. Donc, les extensions d'installation, ça c'est un peu plus facile à comprendre. C'est quand on va venir ajouter des composants sur le système. Les modifications, c'est principalement quand on va remplacer des composants qui existent déjà par éventuellement un détecteur de fumée, on va le remplacer par un détecteur de chaleur. Donc ça, c'est une modification de l'installation. Donc, il peut y avoir aussi des
des modifications dans l'aménagement des locaux. Ça, n'oubliez pas d'en tenir compte et d'adapter vos installations en conséquence. Il peut y avoir des modifications liées à l'utilisation des bâtiments également. Donc là, ce serait plutôt le risque qui viendrait à changer. Et donc ça pourrait avoir un impact sur le choix de la technologie de détection. Il y a aussi peut-être des modifications liées aux différents facteurs d'influence externe qui pourraient y avoir lieu dans certains locaux si vous faites un changement d'affectation. Donc la température qui pourrait changer, le taux d'humidité qui pourrait changer, ça également sera un impact sur le système de détection. Ne pas oublier, c'est les systèmes de ventilation. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on vient ajouter des cassettes de ventilation dans des faux plafonds, mais on ne fait pas adapter la position du détecteur du local. Alors que la vitesse d'air, le déplacement d'air a un impact sur la détection incendie. Voilà, il y a justement les 2 photos qui sont montrées avec l'ERCO à côté Oui, d'un détecteur et donc une là, c'est ajoute. pour illustrer Ouais, la cassette de ventilation qui est trop proche du détecteur. ouais. Et l'autre, c'était un changement d'affectation dans un local où maintenant on a fait une cuisine et on est venu mettre une hotte de cuisine à côté d'un détecteur. Oui, c'était un ERCO apparemment. L'image de droite, Ah, de droite, là, c'est oui, c'est une, oui, on une a mis hotte de un box, cuisine une qu'on hotte installe. à côté. Ouais, Donc après, il faudra déplacer le détecteur incendie. voilà. On va un peu avancer parce que je vois qu'il est déjà là. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas en tout cas à les mettre dans le chat. De toute façon. Le 8, c'est sécurité incendie du bâtiment, un ensemble de systèmes de protection incendie. Oui, donc c'est le dernier slide, c'est pour Oui, voilà, rappeler qu'il n'y a pas que la détection incendie, mais il y a aussi tout ce qui est lié après. Donc c'est la mise en sécurité des installations, des bâtiments, pardon. Et donc on peut parler de l'extinction automatique d'incendie, l'évacuation de fumée de chaleur. Et donc un peu, voilà, le principe qu'on a expliqué ici durant ce webinaire, on peut également l'appliquer aux autres systèmes liés à la sécurité incendie dans les bâtiments. ok. Donc, je viens de réactiver la possibilité de réactiver vous-même votre micro. Donc, si vous avez une question pour Mathieu, n'hésitez pas, c'est le moment, de toute façon. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. N'hésitez pas vous-même éventuellement à réactiver votre micro, hein, vous savez le faire. Oui, bonjour, Philippe Penners. Une petite question. Vous avez parlé des fréquences de contrôle du gestionnaire. La fréquence journalière est-elle inscrite dans la norme? Merci. Oui, c'est écrit qu'il y a des vérifications journalières à réaliser par l'exploitant. Merci. Avec plaisir. Une petite question, Eric Audi. Concernant les différentes normes aujourd'hui, une centrale incendie doit être agréée. Elle doit être agréée BOSEC, AMPI. C'est quel est le bon libellé aujourd'hui? Alors, l'agrément du matériel, comme vous parlez de BOSEC ou AMPI, ça c'est une marque à part. Et donc, ça c'est plutôt les assureurs qui l'imposent, mais pas la norme liée à la détection incendie. La norme préconise d'utiliser du matériel qui est conforme avec la norme produit et qui est lié au fait à la directive produit de construction pour la libre circulation du matériel dans la communauté européenne. Et donc, c'est pour ça que dans le dossier, tout au début de votre présentation, dans le dossier qui doit accompagner l'installation, vous parliez de certification du matériel, parce que quelque part, un matériel qui est agréé, il est d'office certifié. Ou je me trompe?
Donc, si vous avez le BOSEC en plus, c'est ça que vous voulez dire? Oui, si vous avez le BOSEC ne va pas agréer quelque chose qui n'est pas déjà CE, qui n'a pas de certificat de conformité, pardon. Oui, c'est ça. Okay. Oui, oui. Mais En a effet, priori, BOSEC, les assurances en Belgique n'acceptent pas d'autres matériels que du matériel certifié BOSEC. Mais BOSEC, est-ce que c'est ANPI aujourd'hui ou c'est pas ANPI? ça, BOSEC, c'est une Bonne marque question. qui fait partie qui a été créée par Rampi. D'accord. Ouais. Donc, quelque part, toute centrale installée en Belgique doit être agréée ANPI, enfin BOSEC, pardon, puisque les assureurs le demandent. Et donc, quelque part, elles auront d'office un certificat de conformité. On peut partir de ce principe-là, ou pas? Je ne partirai pas du principe parce que j'ai déjà eu des mauvaises blagues. Donc, je demande toujours d'avoir les certificats pour m'assurer, évidemment. Il y a des marques, on sait bien qu'elles sont, qu'on voit souvent sur le terrain et qu'on a déjà rencontrées par le passé. Donc là, on sait d'office que, évidemment, elles sont certifiées par rapport aux normes produits EN54. Mais il y a maintenant, il y a beaucoup d'autres marques qui arrivent sur le marché, des fabricants de Turquie, etc. Et donc là, on n'a pas toujours l'exactitude par rapport à la certification des produits. Et donc, je demande toujours d'avoir les certificats présents dans les différents dossiers. OK, pour les systèmes centralisés, alors la norme, c'est EN54- vous savez le numéro de la norme? Pour les détecteurs Les de systèmes UX, centralisés, oui. Pour pardon, les je n'ai pas bien. détecteurs, c'est EN547, par exemple, pour les optiques. Mais pour le système centralisé, la centrale MAM, ça doit répondre à quelle norme? Ah, c'est EN54-2. 2, OK. Oui. Merci. Voilà. Malheureusement, on est déjà un petit peu plus tard. Donc, Mathieu, je te remercie. En fait, si vous avez encore une petite question, c'est pas perdu. Vous pouvez toujours nous la poser. Vous pouvez l'envoyer simplement à office@belfa.be et je la transfère à Mathieu sans aucun problème qui vous répondra avec plaisir. Je voulais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire.